Salut les photographes. Vous vous dites que là maintenant c'est peut-être le bon moment, vous dites que ça peut être le moment de passer au palier supérieur en photo, et pour ça vous avez des centaines, une myriade de formations en ligne, de formations photo, et moi j'aimerais vous aider aujourd'hui à naviguer un petit peu là-dedans, à savoir si vous avez réellement besoin d'une formation photo aujourd'hui ou pas, si oui, à qui l'acheter, sinon quand est-ce que vous en aurez potentiellement besoin. Donc je vais vous donner mon point de vue sur cette question-là, qui n'est évidemment pas une vérité absolue, mais qui je pense vous donnera quelques bons petits éclairages sur la question. Alors, je commence tout de suite par un petit disclaimer, juste pour vous dire que, alors déjà, je ne vends pas de formation photo, en tout cas pas aujourd'hui, donc je suis pas là pour vous vendre un truc, c'est pas le but du tout de cette vidéo. J'ai acheté ma première formation photo il y a pas très longtemps, donc je vous en parlerai en fin d'épisode, en fin d'émission, pour vous expliquer un peu quel a été mon processus pour décider quelle formation photo j'achetais, si ça valait le coup, en termes de prix aussi, etc. Et sur ma chaîne du coin des youtubeurs, par contre, j'ai créé une formation que je vends. Donc je suis des deux côtés de la barrière. Je suis client sur la partie photo et je suis formateur et vendeur de formation sur la partie YouTube. Donc je pense que je peux avoir un regard qui peut être assez intéressant pour la plupart d'entre vous. Deuxième disclaimer, je ne suis pas tout à fait neutre dans l'histoire dans la mesure où j'ai une réaction un petit peu épidermique au fait que aujourd'hui, quand on cherche des formations dans n'importe quel domaine, si vous voulez apprendre à lire une carte de randonnée, si vous voulez faire du sport, si vous voulez apprendre des recettes de cuisine ou apprendre la photo, généralement, vous allez vous retrouver avec les mêmes pages de vente, les mêmes systèmes, les mêmes trucs de newsletter que vous recevez plusieurs jours d'affilée, etc., les mêmes combines, les mêmes méthodes. Et je suis personnellement assez allergique à ces méthodes-là. Donc je vous en parlerai un petit peu plus tard, comment démêler le vrai du faux, etc. Ceci étant dit, on peut y aller. Première question, est-ce que j'en ai besoin? Alors, le besoin d'une formation photo, c'est exactement la même chose que le besoin de matériel. Ça plaira pas forcément à la plupart des formateurs qui vous disent que plutôt que d'acheter du matériel, achetez-vous des compétences. Mais en réalité, c'est un petit peu la même chose. Vous ne devriez acheter du nouveau matériel que quand votre matériel actuel vous bloque, vous limite. Quand votre matériel actuel, vous ne l'avez pas utilisé à ses full capacités, vous n'avez pas besoin d'acheter du nouveau matériel. Et bien pour la formation photo, c'est un petit peu la même chose. Moi, je vous conseille, tant que vous n'avez pas exploré toutes vos possibilités, tant que vous êtes encore en train d'apprendre des choses par la pratique, pas la peine d'aller dépenser plein de sous dans une formation photo qui ne va faire que vous rajouter des trucs et des nouvelles choses à penser, etc. Allez jusqu'au bout, jusqu'à ce que vous soyez bloqué, où vous vous dites « là je bloque, je fais toujours les mêmes photos, je suis pas satisfait, il me manque quelque chose », là ça pourrait être le bon moment pour acheter une formation photo. Est-ce que vous en avez besoin? Donc, premièrement, est-ce que je suis bloqué? Deuxièmement, est-ce que vous êtes perdu? Ça peut être le cas aussi, notamment pour des gens qui débutent en photo. Il y a des personnes qui débutent en photo et qui aiment bien expérimenter, un petit peu comme moi, qui aiment bien tripatouiller, tester des trucs. Tiens, ça fait quoi cette molette? Je vais tester tous les réglages de la molette juste pour voir ce que ça fait. Moi, j'apprends comme ça. Il y a des personnes, quand on leur présente un appareil photo pour la première fois, ils se disent « Voilà, je fais des photos avec mon smartphone, ça me plaît, ça m'amuse, j'avais envie de passer un truc plus sérieux, mais là, avec tous ces boutons, je sais même pas par où commencer. On me parle de diaph, d'exposition, je comprends rien à tout ça. On me parle de robinet qui tombe dans des seaux, j'ai rien compris, j'ai besoin que quelqu'un m'explique clairement de A à Z. » Ça peut être une bonne raison aussi d'acheter une formation photo. Dans ce cas-là, vous allez vous tourner vers une formation pour débutants. Et là, pour le coup, je pense qu'une bonne majorité des formations photo pour débutants se valent. Je ne pense pas qu'il y ait une formation photo qui soit extraordinairement mieux que les autres, puisque la plupart des formations photo pour débutants vont reprendre tout ce que vous avez comme contenu accessible librement sur YouTube, sur des blogs, etc., mais en l'organisant de façon plus structurée, en allant d'un point A à un point B à un point C, ce qui, pour un certain nombre d'apprenants, est beaucoup plus pratique, et ça a une valeur. Et donc, dans ce cas-là, effectivement, ça peut être intéressant d'acheter une formation pour débutants. Mais lâchez pas 300 ou 400 euros pour ça, c'est pas la peine. Il y en a probablement des bien moins chères qui sont plus intéressantes. Et puis la dernière raison de se former, je parle encore une fois toujours de formation photo en ligne, hein, on parle pas des workshops, des formations en présentiel, qui sont encore un autre sujet, même si ça peut un peu s'extrapoler. Pour moi, la dernière raison qui pourrait vous faire dire que vous avez besoin d'une formation photo, c'est s'il y a un intérêt économique derrière. Donc là, je m'adresse plus à des personnes qui sont professionnels ou qui visent à devenir professionnels ou qui veulent faire de leur activité de photo une activité d'artiste et commencer à exposer, etc. Et dans ce cas-là, oui, il peut y avoir un intérêt économique à se dire « je me paye cette formation qui me coûte, j'en sais rien, 200 euros, 2000 euros, peu importe. Une formation qui vous coûte 2000 euros, si ça vous permet de choper 3 mariages en plus dans l'année, vous l'avez remboursé largement. Donc ça peut être un bon investissement. »
Donc c'est pas une question de coût total de la formation, c'est une question de ce que ça vous apporte par rapport à ce que vous avez payé, tout simplement. Donc voilà, s'il y a un intérêt économique, et si ça vous fait gagner un temps fou, là oui, il peut y avoir effectivement un intérêt à vous prendre cette formation-là. Et puis le dernier intérêt, qui est aussi un petit peu similaire au matériel d'ailleurs, ça peut être simplement pour le plaisir, ça peut être simplement, vous vous dites, bah tiens, cette thématique-là m'intéresse, ou ce que propose cette personne-là, ce formateur, m'intéresse, ou ces photos, je les trouve extraordinaires, donc j'ai envie d'en savoir un petit peu plus. Voilà, juste piquer 2-3 petites idées dans ce que fait cette personne, et parce que j'ai un petit peu les moyens, je me paye une formation pour le plaisir. Ça, c'est encore une dernière solution. Donc voilà, est-ce que je suis bloqué? Est-ce que je suis perdu? Est-ce qu'il y a un intérêt économique à acheter cette formation ou pas? Alors attention, c'est vraiment pas facile de répondre à ces questions-là, notamment quand on ne sait pas ce qu'il y a dans la formation, parce qu'évidemment, quand on vous vend une formation, on vous donne un peu un chapitrage, mais surtout, on va jouer sur plein de ressorts émotionnels pour vous faire acheter la formation à la fin. Ce que je veux dire par là, c'est que le besoin de formation, est-ce que vous avez besoin d'une formation ou pas, ça doit venir de vous. Exactement comme pour le matos, je répète, acheter une formation, c'est comme acheter du matos, c'est pareil. Ça va pas plaire à certains, je le sais, ça va bien gueuler dans les commentaires, mais c'est exactement la même chose, c'est-à-dire que acheter du matos, vous ne devez pas acheter du matos parce qu'il y a un YouTuber qui a fait une vidéo qui vous a dit que cet objectif était génial. Vous devez acheter du matos parce que c'est un réel besoin, vous aviez un blocage et que ce matériel-là va vous permettre de débloquer quelque chose. C'est exactement pareil pour une formation, ça va venir de vous et vous ne devez pas vous laisser convaincre par quelqu'un d'autre. Et notamment, surtout pas par le vendeur parce que c'est son boulot. Bref. Vous avez besoin d'une formation, vous avez déterminé, oui, ça y est, c'est le bon moment, je bloque, ça fait 1 an que je fais les mêmes photos, j'ai besoin de passer à l'étape supérieure, etc. Maintenant, la deuxième question qu'il faut se poser, c'est à qui j'achète cette formation? Et j'insiste bien là-dessus, c'est-à-dire que vous allez vous payer un cours avec des heures de vidéo ou des heures d'articles ou un livre ou peu importe. Et donc, le plus important, c'est la personne qui va vous enseigner, c'est votre prof. Et donc pour déterminer si c'est la bonne personne, le premier critère que moi j'utilise et que je vous conseille, c'est regarder ses photos, regarder ses photos, regarder ses photos, regarder ses photos. Parce que la personne peut... La personne peut être très bonne pour enseigner des choses, à part, encore une fois, l'exception pour moi, c'est les formations pour débutants, parce que les formations pour débutants, on peut très bien ne pas faire des photos extraordinaires, mais être très bon prof et expliquer pour les débutants, comme on peut avoir un très bon prof d'auto-école qui n'est pas pilote de Formule 1, c'est pas gênant. Voilà. Mais si vous voulez apprendre à piloter un bolide, vous avez intérêt à apprendre avec quelqu'un qui sait piloter le genre de bolide que vous voulez apprendre. Vous n'allez pas demander à Lewis Hamilton de vous apprendre à faire du rallye raid. Vous allez plutôt demander à... j'ai des noms, mais ils sont tous morts dans le Paris-Dakar. Mais voilà, vous allez demander à Luc Alphand, par exemple, de vous donner des cours de rallye raid et pas à Lewis Hamilton. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, première chose, regardez vraiment les photos de ce photographe et dites-vous, est-ce que c'est le style de photographie que j'ai envie d'apprendre? Vous n'allez pas prendre une formation d'un photographe qui fait des photos de rue pour apprendre à faire la photo de paysage. Ça n'a pas de sens. Parce que vous n'avez pas la même philosophie, on n'a pas la même relation à la photo, justement, on n'essaie pas du tout de partager les mêmes choses, on ne travaille pas de la même manière, c'est vraiment très différent. Et puis deuxième chose, est-ce que vous aimez les photos que fait cette personne-là dans cette catégorie-là? Il y a des photographes de paysage, je regarde leurs photos, je fais ouais, bof, il y en a d'autres, quand je regarde chacune des photos, je fais waouh, c'est magnifique, et après je réfléchis 2 secondes et je me dis oui, mais en même temps, c'est tous les plus beaux spots de la planète et il n'y a que ça de photographier. Il n'y a pas de photos un peu créatives dans des endroits un peu différents. Pas sûr que ça va m'inspirer beaucoup. Donc voilà, essayez de réfléchir un petit peu à ça et essayez de trouver du coup d'abord un photographe qui fait des photos qui vous plaisent et qui vous inspirent. Ensuite, regardez un petit peu la crédibilité de la personne. La crédibilité, c'est pas le nombre d'abonnés. Les abonnés sur Instagram, YouTube et tout ça, ça s'achète. Et le meilleur moyen de l'acheter de façon même légale, c'est de faire plein de pubs. Quand vous faites plein de pubs, vous vous faites connaître et donc du coup, vous allez gagner plein d'abonnés. Donc c'est pas un gage de crédibilité. Par contre, regardez un petit peu, lisez déjà ce que la personne a fait, si elle tient un blog, regardez ses vidéos sur YouTube, si c'est une personne qui fait des vidéos sur YouTube, et demandez-vous, est-ce que cette personne est crédible? Est-ce que quand je vois cette personne-là, elle a l'air de connaître son sujet, ou est-ce qu'elle répète ce que d'autres personnes lui ont répété avant, et elle va répéter probablement les mêmes erreurs? Donc ça, c'est une question très importante. Est-ce que c'est un prof qui va être crédible pour vous? Et puis, cherchez des recommandations. Alors quand j'y cherchais des recommandations, c'est... évidemment pas les témoignages de clients, parce que ça,
Je vous le dis, hein, moi je vends une formation sur le coin des youtubeurs, j'ai mis des témoignages de clients sur ma page de vente évidemment. Bah, j'ai mis ceux qui étaient les plus flatteurs, on n'est pas fou. Après, bon, ils sont tous bons, je sais, je sais. Non, mais ils sont globalement tous pas mal les retours clients que j'ai eus. Mais j'en ai évidemment certains qui sont un peu plus flatteurs que d'autres. Je vais mettre ceux-là sur la page, logiquement. Donc voilà, c'est de toute façon pas. C'est pas comme des appréciations sur. J'en sais rien, moi, sur Amazon ou autre, où là, quelque part, on va avoir des avis positifs et des avis négatifs. Là, c'est le vendeur, il va vous montrer forcément que les avis positifs. Donc demandez à des personnes que vous connaissez, allez voir, je sais pas, vous êtes sur des groupes Facebook ou dans un club photo, je sais pas quoi, demandez autour de vous, tiens, je me tâte à acheter la formation de Tartampion, est-ce que quelqu'un l'a déjà essayé? Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que ça valait le coup ou pas? Est-ce que ça vaut le prix qui est affiché? Voilà, posez ces questions-là et vous aurez des vrais retours honnêtes du coup de ces personnes-là. Et puis la dernière chose pour moi, c'est est-ce que cette personne-là est un bon prof? La personne à qui vous voulez acheter cette formation, est-ce que c'est un bon prof? Et pour ça, il n'y a pas de secret, si vous achetez une formation vidéo, bah regardez les vidéos qu'a fait cette personne-là. Si c'est déjà quelqu'un qui n'a pas fait de vidéo, ou qui n'a pas de chaîne YouTube ou quoi que ce soit, et qui vous vend une formation vidéo, méfiez-vous, vous n'avez aucune idée de sa façon de présenter. Si ça se trouve, vous allez vous retrouver juste avec un PowerPoint, avec une petite voix un petit peu lancinante derrière, et ça va pas du tout être engageant, et vous n'allez pas apprendre grand-chose. Et posez-vous vraiment la question, vraiment en ces termes-là. Est-ce que c'est un bon prof? C'est-à-dire, est-ce que j'ai réellement appris des choses avec cette personne-là? Et je fais bien la distinction. Ça ne veut pas dire est-ce que j'aime les vidéos de cette personne-là. Ça veut dire est-ce que j'ai réellement appris des choses grâce à cette personne-là. Est-ce que finalement, ça va vous permettre de faire des meilleures photos à la fin. Donc voilà, ça c'est pour savoir si c'est la bonne personne. Et puis troisièmement, c'est plutôt le petit avertissement que je voulais vous donner sur les techniques de vente. Et ces techniques qu'on trouve un petit peu partout, beaucoup en France d'ailleurs, je sais que c'est des techniques qui viennent des États-Unis, qui viennent de gens qui étaient essentiellement des coachs en séduction d'ailleurs au départ, je sais pas pourquoi. Ils ont développé des techniques, des business pyramidaux et compagnie. Ensuite, toutes ces techniques-là se revendent, donc il y a des formateurs de formateurs qui revendent super cher toutes ces techniques de vente. C'est pas pour rien s'il y a à peu près 95% des pages de vente qui sont sur le même modèle, mais vraiment le même modèle, qu'on va voir juste après. D'ailleurs, un indice, dans ce modèle-là, en général, le prix finit par 7. Si vous achetez un truc à 97 €, à 27 €, à 197 €, souvent c'est qu'ils viennent de la même école, ils ont tous été formés par les mêmes personnes. Comme c'est quelque chose qui me titille et je vous dis c'est allergique chez moi, j'y peux rien, j'ai essayé de me rendre compte, de me demander où on trouvait ces techniques-là en dehors du monde des formations en ligne. Et j'ai trouvé en fait. En fait c'est rigoureusement les techniques de vente du téléshopping. Si d'ailleurs ça vous intéresse d'avoir une petite vidéo humoristique sur le sujet, au moment où j'étais en train de développer ma formation pour le coin des youtubeurs, j'ai fait une vidéo justement là-dessus, qui s'appelle Comment, entre parenthèses, ne pas vendre une formation, les 9 étapes à ma façon, où j'ai expliqué, dans mon ancien studio dans mes toilettes, où j'ai expliqué un petit peu comment moi j'allais vendre ma formation et pourquoi j'allais la vendre de façon différente de ce que font la plupart des gens. Alors, vous pourrez aller voir d'ailleurs dans les commentaires de cette vidéo, c'est un petit peu... Il y a vraiment deux écoles, il y en a qui sont totalement d'accord sur mon truc, et d'autres gens qui sont totalement à l'opposé, qui sont souvent des gens qui vendent des formations d'ailleurs. Enfin voilà, c'est intéressant, c'est un long débat, on pourra en parler pendant des heures. Bref, attaquons cette question sur les techniques. En gros, comme au téléachat, ça commence par « vous avez un problème ». Donc, vous avez un problème, ça veut dire il faut faire prendre conscience au client qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez lui et qu'il a un problème à résoudre. Et parfois le problème vous l'avez pas, mais on va tout faire pour vous le mettre dans le crâne quand même. Donc votre problème c'est que vous êtes un mauvais photographe, vous n'arrivez pas à obtenir les photos que vous voulez, vous aimeriez vous révéler en tant que photographe, vous aimeriez faire des photos comme un grand photographe, vous ne comprenez rien au réglage, etc., etc. Généralement la technique c'est qu'on liste un maximum de problèmes, pour que le client ou le prospect, qui n'est pas encore client, quand il lit tous les trucs, il dise « Ah oui, ça c'est moi, effectivement, je me reconnais dedans », qu'on se reconnaisse dedans, c'est ça le but. C'est pareil au téléachat. Au téléachat, ça commence avec des images en noir et blanc de la personne qui n'arrive pas à éplucher ses patates et qui finit par se couper le doigt pour vous dire qu'il y a un problème avec votre éplucheur de patates actuel. Petit clin d'œil au tête à claque d'ailleurs, avec le Willy Warrow 2006. Donc voilà, ça c'est le premier élément, vous faire prendre conscience que vous avez un problème pour que vous soyez ouvert à l'idée de payer pour le résoudre. C'est bien ça l'idée. Deuxièmement, c'est moi, formateur, je vous comprends. Je vous comprends parce que je suis passé par là. Donc là, il y a une partie un peu de storytelling, en mode, vous avez ce problème, mais vous inquiétez pas, c'est pas de votre faute, on l'a tous, et moi, je le comprends parce que je suis passé par là. Et donc là, on passe en mode où, comme je suis passé par là et que j'ai eu ce problème-là, qui de mieux que moi pour vous aider à résoudre ce problème? Encore une fois, tout ça, c'est des techniques de vente très précises,
quasiment toutes les pages suivent à la lettre. Et quel que soit ce que vous vendiez, que vous soyez passé par là ou pas, peu importe, ça va apparaître sur la page de vente en général. Et ça, c'est un petit peu la même chose, effectivement, avec les créateurs de produits, les inventeurs, vous allez voir au téléshopping. Quand ils vont raconter leur histoire, ils vont dire j'étais frustré parce que toutes les semaines je faisais le pot-au-feu pour la famille et systématiquement quand j'épluchais les patates, ça me prenait un temps fou et même plusieurs fois je me suis coupé. Donc je me suis dit il doit y avoir une meilleure solution. Donc j'ai créé ce produit pour résoudre ce problème. Voilà, c'est la même chose, c'est exactement pareil. Ensuite, il faut apporter la crédibilité au prospect. Donc le prospect sait qu'il y a un problème, il a compris que moi aussi j'étais passé par là et que je pouvais l'aider. Il lui reste encore à savoir, est-ce que je suis la meilleure personne pour ça? Est-ce que je suis crédible pour ça? Donc il faut montrer sa crédibilité. Donc généralement ça se fait avec des grands chiffres du style j'ai aidé X milliers de personnes, X milliers d'élèves. Je l'ai fait aussi, hein, moi, celle-là pour le coup sur ma page de vente je l'ai mise. Hein. J'utilise pas toutes les techniques mais j'en utilise quelques-unes parce que voilà, l'idée en fait quand on est formateur, je fais un petit aparté, mais quand on est formateur, l'idée c'est d'assumer certaines de ces choses et se dire bah oui, sur le coin des youtubeurs, j'ai aidé plusieurs milliers de personnes dans le développement de leur chaîne YouTube, c'est pas faux. Est-ce que pour autant je me survends? Je pense pas. Mais jouer sur d'autres cordes et d'autres arcs qui sont plus vicieux, moi je me le refuse, mais certains ne se le refusent pas. Il y en a qui vont au bout, il y en a qui vont pas au bout. Et puis après, alors le fameux, celui-là il m'éclate, c'est le fameux mais je crois en vous. Je crois en vous. Je crois en votre capacité à y arriver. Ça c'est super vicieux ce machin-là, le je crois en vous. Déjà, on se connaît pas, parce que la plupart des gens qui vont arriver sur cette page, ils sont arrivés via une pub Facebook ou un truc comme ça, donc déjà, probablement, certains te connaissaient pas avant, et probablement que toi tu les connais pas, en vrai. Donc je crois en vous, non, non je pense pas. Mais le je crois en vous, alors pourquoi il est vicieux? Parce que je crois en vous, ça veut dire je sais que vous êtes capable. Ça veut dire si vous achetez la formation et que ça marche pas, c'est pas de ma faute, c'est de la vôtre. Mais ça on le dit pas directement. Et il y a un côté bien culpabilisant de la personne derrière, qui du coup a lâché souvent beaucoup de sous pour s'acheter une formation ou un truc, et si après ça marche pas, il va forcément se dire que c'est de sa faute, puisqu'il y a tellement de gens qui ont réussi, il y a tellement de gens pour qui ça a marché, donc si ça marche pas, c'est forcément que c'est de ma faute. Et en général d'ailleurs, quand on reconnaît que c'est de sa faute comme ça, on va pas aller demander un remboursement et admettre qu'on a échoué. Bref, ça c'est un autre côté vicieux, on rentre pas dans ce détail-là non plus. Ensuite, vous avez le truc que vous connaissez le plus, c'est l'urgence. Il faut faire vite. Quand on est au téléshopping, l'offre spéciale se termine dans 1 heure. Si vous voulez avoir acheté un éplucheur à patates et avoir 2 éplucheurs à patates gratuits, il faut commander dans l'heure là tout de suite. Donc ça c'est le côté urgence, sinon ça va vous filer sous le nez. Là aussi il y a différents types d'urgence. Il y en a que moi je trouve tolérables, il y en a que je n'aime pas. Ceux pour lesquels je suis pas fan, et que du coup j'ai pas intégré moi dans ma formation en tout cas, c'est attention, la formation ferme ses portes dans 4 jours, dans 4 jours elle est fermée pour 1 an ou pour 2 ans, et après c'est terminé. Les gens vont se dire mais attends, parce que probablement dans l'année qui vient, en plus on est toujours super optimiste en général, on va se dire dans l'année j'aurais terminé ça, j'aurais terminé tel machin, j'aurais rattrapé mes photos dans Lightroom, ouais c'est ça. Et donc du coup j'aurais du temps à dédier à cette formation et sûrement que j'aurais atteint le niveau machin pour pouvoir bien profiter de cette formation. Donc comme ce sera fermé, je vais l'acheter maintenant parce que j'ai peur de manquer quoi. C'est exactement ça. C'est le fear of missing out, c'est la peur de rater une occasion. Et ils jouent vachement là-dessus, et c'est pour ça que ça fait beaucoup de ventes, il y a beaucoup de gens qui achètent, mais pas du tout parce qu'ils en ont besoin maintenant. Et c'est ça que je critique en fait. Voilà, téléshopping, c'est exactement les mêmes méthodes, il faut faire vite. Et puis la dernière chose, qui est un peu plus classique, c'est rassurer, garantie de remboursement si vous n'êtes pas satisfait, des témoignages, etc. Parlons un petit peu du prix. Attention, le prix, ça n'indique en aucun cas la qualité du contenu. Il y a des trucs qui sont vendus à 10 € qui sont extraordinaires, et il y a certains trucs à 497 €, qui peuvent être très pauvres en contenu. Il y a des gens qui n'ont vraiment aucun scrupule de ce côté-là. Et comme justement on n'a pas de test vraiment indépendant derrière, c'est difficile de se faire une opinion de si ça vaut le prix ou pas. Donc voilà, en fait ce qui se passe c'est qu'un prix élevé vous allez voir un prix élevé uniquement si le formateur est bon vendeur en fait. S'il est bon vendeur et qu'il a confiance dans sa capacité à bien vendre, s'il a bien fait ses pages de vente, s'il a bien fait son tunnel de vente qui convertit bien les gens, etc., si à chaque étape, il y a beaucoup de gens qui restent et qu'à la fin, il y a beaucoup de gens qui commandent, et il se dit, je peux monter le prix. Je pourrais mettre d'ailleurs d'autant plus de sous dans la pub. En général, les formations qui sont vendues cher, c'est parce qu'il y en a la moitié qui est dépensée en budget pub. Faut pas se leurrer non plus. Donc en fait, quand vous payez une formation à 500 balles,
dans ces cas-là, quand c'est des formateurs qui font beaucoup de pubs, dites-vous bien que vous lâchez 250 balles pour Facebook en fait, pas pour le formateur. Et pas pour la valeur de ce qu'il y a dans la formation non plus d'ailleurs. Donc voilà, souvent c'est plus lié à la confiance qu'a le formateur dans sa capacité à vendre en fait. Donc voilà, maintenant je vais vous expliquer un petit peu mon cas. Désolé, je me suis un peu lâché dans cette partie-là, mais vous sentez que c'est un sujet sur lequel moi ça me travaille beaucoup, et ça, voilà, je trouve ça un petit peu dommage que quand on est sur YouTube, on est vraiment sur le monde du partage et de la progression, etc. Pour tout le monde. On se retrouve à devoir tomber dans des techniques marketing vraiment parfois un peu critiquables, et qui en tout cas pour moi ressemblent à du téléshopping, et moi je sais que personnellement mes trucs j'ai pas envie de les vendre comme au téléshopping. Bref, j'ai acheté une formation. Je vais reprendre les points. Est-ce que j'ai un besoin ? Franchement, sur la prise de vue, non. Sur la prise de vue, je continue à aller dans des nouveaux endroits, je continue à m'éclater, je continue à tester des nouvelles choses, et je suis généralement assez satisfait des photos que je ramène d'un endroit. Quand je vais à un endroit, j'ai souvent le sentiment en revenant que j'ai tiré à peu près le maximum de ce que je pouvais de cet endroit-là. Je reviens pas en mode « merde, j'ai raté la bonne compo », ou bien il y avait ce truc-là qui me plaisait vachement, mais j'ai pas réussi à trouver comment la prendre en photo. C'est rarement le cas quand même. Par contre, j'ai des limites techniques sur tout ce qui est traitement photo. Là, sur le traitement photo, je me sens un peu bloqué. Je fais un petit peu toujours les mêmes choses. Et déjà, Photoshop m'intimide. Je m'y suis encore jamais vraiment mis. Et il y a certains types de photos, de paysages, où je pense que ça pourrait franchement bénéficier d'un traitement dans Photoshop qui est beaucoup plus précis. Donc ça, c'est une chose. J'ai besoin d'un formateur, d'une formation qui m'aide à mettre un pied dans Photoshop. Mais pour moi, les limites, elles sont surtout créatives, sur le traitement de la photo. C'est-à-dire comment choisir quel traitement j'applique à quelle photo. Pourquoi cette photo-là et cette photo-là, je ne vais pas les traiter de la même manière. Et quel choix je vais faire et pourquoi je vais faire ces choix. C'est ça que j'ai un petit peu du mal à faire, et c'est là où je bloque un petit peu en ce moment. Pour moi, c'est ça l'importance aussi de choisir un photographe qui a des photos qui vous inspirent, c'est que vous êtes à 100% raccord avec sa philosophie de la photographie, et que votre but est de vous inspirer de sa façon de traiter les photos aussi, de prendre les photos et de les traiter. Qui est ce photographe ? Eh ben, c'est un photographe américain qui s'appelle Nick Page, certains d'entre vous le connaissent peut-être, photographe de paysage, qui, moi, m'inspire beaucoup. Je ne suis pas toujours complètement fan de ses traitements, qui sont parfois un petit peu poussés, niveau effet Orton ou niveau saturation, mais dans l'ensemble, j'aime beaucoup ses photos, et je trouve que c'est un des rares photographes qui est capable de capter des photos de paysage, de belles photos, dans des endroits pas super beaux. Et ça, pour moi, c'est vraiment la marque d'un bon photographe de paysage. C'est justement de pas uniquement aller faire des photos dans les Dolomites, en Islande, en Patagonie, et ramener des belles photos de ces endroits-là, parce que c'est facile de ramener des belles photos de ces endroits-là. Mais par contre, aller dans un endroit beaucoup plus challenging et ramener des belles photos parce qu'il a trouvé, il a cherché la compo, les lignes, etc., et qu'en plus il arrive à trouver le traitement qui va avec, ça oui, ça m'inspire, et ça c'est ce que je veux développer. Je vois que ces formations sont en permanence en vente, tout le temps. Il n'y a pas de moment où ça se ferme, où ça rouvre, etc. Il n'y a pas de raison, c'est un produit dématérialisé. Donc ça déjà, ça me rassure. Le prix me semble juste. Il les vend... Attendez, je vais vous montrer sur sa page. Tac. Donc voilà, quand on est sur sa page à lui, il a Mastering, Dodging and Burning, $60. Essential Photoshop, $106. $60 pour les masques de luminosité, etc. Vous voyez, ça va entre 50 et $110 à peu près pour des formations de 5-6 heures, tout en vidéo. Donc moi, ça me paraît tout à fait correct, voire même, c'est pas très cher, très franchement. Je pense qu'il pourrait les vendre un petit peu plus cher. Mais il a toujours tendance à se sous-évaluer un petit peu, à se sous-estimer. Et ça, pour moi, c'est le signe aussi de quelqu'un qui va probablement faire de la très bonne qualité derrière, parce qu'il va toujours se donner à 300%, de peur de ne pas être à la hauteur. Je connais ses vidéos, c'est toujours une mine d'informations dans chacune des vidéos qui sortent sur sa chaîne YouTube. Donc je sais qu'avec ça, je vais vraiment avoir du contenu en or, quoi. Voilà. Je l'ai acheté dans le cadre d'une promo. Il avait fait une promo à un moment. Donc je l'ai acheté un petit peu dans le côté, tiens, il y a une petite urgence, un petit côté d'urgence. Mais le truc, c'est que je les avais déjà mis dans le panier depuis plusieurs mois. C'est-à-dire depuis plusieurs mois, j'avais pris ma décision de les acheter. J'avais juste pas franchi le pas. Et quand il a lâché la promo, je me suis dit, ok, c'est là que j'achète. Et c'est ça que je veux dire, en fait, quand je dis décrypter un petit peu les techniques de vente. C'est, faites attention à ne pas acheter parce que c'est la technique de vente qui vous donne envie d'acheter. Achetez vraiment parce que vous en avez besoin, que ça vient de vous, et peu importe si c'est vendu n'importe comment ou si c'est vendu par un as de la vente. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous ne devriez pas faire de distinction entre les deux. En gros, voilà, la règle que je voudrais vous donner, c'est si au moment de sortir votre carte bleue, vous hésitez, si jusqu'à il y a une semaine, vous aviez pas du tout conscience que vous aviez besoin de cette formation, vous n'en avez probablement toujours pas besoin, d'accord ?
s'il y a une semaine, vous ne vous posiez pas la question de vous former à Photoshop, et que après avoir reçu une série d'emails dans votre boîte mail, lu les histoires, le storytelling, vu la page de vente, ou vu les 4 vidéos, ou vu un webinaire ou un truc comme ça qui à la fin vous dit d'acheter tout ça, si une fois que vous avez passé toutes ces étapes-là, vous vous dites « Ah ouais, non mais il faut que je l'achète, c'est trop bien », et alors qu'il y a une semaine, vous n'aviez même pas conscience que vous en aviez besoin, c'est probablement que vous n'en avez pas besoin, en fait, tout simplement. Donc essayez de prendre ce recul pour pas non plus lâcher vos sous pour rien. Et c'est la même chose pour l'achat de matériel. Encore une fois, je ne suis pas là pour vous dire achetez du matériel pour faire des meilleures photos et n'achetez pas de formation. Il y a un moment pour acheter des formations, il y a un moment pour acheter du matériel. Et généralement, c'est la même démarche qu'il y a derrière les deux, en fait. Quand il y a un vrai besoin, quand il y a une vraie plus-value, quand il y a un gain économique potentiellement derrière, etc. Voilà, pas par peur de passer à côté, de louper une occasion ou je sais pas quoi. Voilà, j'ai hâte de voir les commentaires. À mon avis, ça va s'échauffer un petit peu, mais ça va être assez marrant parce que je sais que déjà, les gens qui vendent des formations sur ces modèles-là sont généralement très très touchy, très très sensibles, notamment ceux qui ont lâché 2000 balles pour acheter ces techniques de vente et pour qu'on leur dise exactement comment vendre. Forcément, ils ont aussi besoin de s'auto-justifier et de se dire bah, si j'ai lâché 2000 balles, c'est quand même que ça valait le coup. Et donc c'est difficile quand il y a des gens qui critiquent ces techniques-là. Maintenant, moi tout ce que je veux dire, c'est ces techniques, elles ont fait leurs preuves, elles marchent, elles font vendre. La question que je vais vous poser à vous, formateurs, c'est est-ce que vous voulez, vous, assumer ces techniques-là? Si vous les assumez, pas de problème. Si vous en assumez que la moitié, parce que ça vous dites, ça c'est trop, aller trop loin, mais ça me va encore mieux. Mais ce que je vous envoie comme message, et je l'ai déjà fait dans la vidéo du coin des youtubeurs, parce que là il y a plein de gens qui potentiellement peuvent vendre des formations, c'est que vous n'êtes pas obligé de vendre comme ça. Il y a des millions de gens qui vendent des formations. Allez voir aux États-Unis comment les gens vendent des formations. La plupart vendent pas du tout comme ça. La plupart vendent comme Nick Page, en mettant sur leur site, en faisant des promos une fois de temps en temps à certaines occasions, et ça se passe très bien comme ça aussi. Et c'est beaucoup plus sain parce qu'on met pas les gens dans une posture où ils doivent absolument décider tout de suite, dans l'urgence, en jouant sur des facteurs émotionnels. Et moi c'est ça qui me gaffe. Voilà. Bref. J'ai hâte de lire un peu les commentaires, j'ai hâte de voir combien de personnes vont se désabonner de la chaîne après cette vidéo, mais c'est pas très grave, j'assume mes positions et je pense que ce sera assez intéressant. On va se fighter un peu et comme ça, au moins, on sera un peu détendu pour revenir sur la prochaine vidéo qui sera la première partie du quart d'heure photo que j'ai été tourné à la montagne avant le confinement et vous allez voir, il y a des super surprises. Allez, moi je vous dis à très bientôt, je vous mets la vidéo du coin des youtubeurs ici si vous voulez aller rigoler un petit peu. Je vous dis à bientôt, ciao les photographes.